Une fois, j'ai entendu une fille, elle disait qu'elle avait été en analyse 10 ans. 10 ans 10 ans, je lui ai dit, c'est horrible. Pour combien d'années j'en aurai, moi? C'est le temps pour dire, c'est le temps pour dire. Ah ouais, mais pas 10 ans. C'est le temps qu'il faut pour dire. Déjà, rien que la position, ça me déprime. C'est obligé de rester comme ça? Non, vous pouvez vous asseoir, mais c'est une position plutôt sympathique d'être allongé. Je sais pas. Oui, bah écoutez, d'ailleurs, moi, je suis très très crevée et je crois que cette place allongée, j'en ai vraiment besoin. Je vais, si vous voulez, tiens, je vais la prendre. Hein. Allez, on change, hein, parce que moi, je suis psychanalyste, je suis crevée, je vous jure. Je vais m'allonger un petit coup. Ah! Vous en voulez pas de la place allongée? Ben moi, j'en veux bien. Ah. Voilà. Parce que c'est ça. On peut fermer les yeux. On n'a plus le regard extérieur tout puissant sur soi. On retourne un petit peu dans son cinéma intérieur. C'est bon. Qu'est-ce qui serait fatigant, déprimant dans la position d'être allongé? Ça fait pas un peu comme dans son cercueil? Ah bah non, ça peut être le petit radeau des rêves aussi. On peut se dire, maintenant je me retourne un petit peu vers moi, avec mon œil intérieur. Et puis, on voit ce qui se passe. Un langage qui prendra un peu le large des visages connus. Un langage qui se chercherait de nouveaux visages plus intérieurs. Bon, vous pouvez me poser des questions si vous voulez, hein. Ça ne m'embête pas, je suis très bien là pour répondre. C'est psychiatre ou psychologue? Ah, moi je suis psychologue. Psychologue psychanalyste. Et puis c'est quoi la différence? Alors, un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait des études à la faculté des lettres et de sciences humaines et qui, au bout de 6 ans, après une maîtrise et 2 ans de spécialisation, a des diplômes universitaires de psychologie. Un psychanalyste, c'est quelqu'un qui fait le choix de faire une analyse personnelle. Alors évidemment, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 8 ans, et qui fait le choix aussi de s'inscrire dans une école de psychanalyste pour suivre des séminaires, pour intervenir. Il écrit, il fait des conférences, il enseigne, il reçoit un enseignement, il aide ses semblables, les autres psychanalystes, il se fait aider, il fait des contrôles, il parle de ses patients, etc. Ça, à mon avis, ça peut prendre toute la vie. Hein, une école de psychanalyse, c'est quelque chose qui est plutôt une association, c'est organisé en association. Mais c'est autre chose que le diplôme universitaire de psychologue. C'est un choix plus radical, plus personnel, plus profond. Voilà. Ça vous va? Alors vous êtes en psychanalyse? Je suis psychanalyste, on peut dire que je suis en psychanalyse à vie. Oui, je crois que quand on prend les gens en analyse, on continue toute sa vie sa propre analyse, parce que on écoute des gens au bord de leurs rêves à longueur de temps et qu'on est soi-même obligé de se retourner vers ses propres rêves pour entendre les rêves des gens. Donc on est toujours en discussion avec son inconscient pour écouter l'inconscient des autres. Et quelle est
Le patient qui est resté le plus longtemps. Le plus longtemps en intensité ou en temps? Parce que dans l'inconscient, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que quelque chose de monstrueusement lointain, profond, important peut se passer en un éclair de quart de seconde. Donc en intensité, je pense que c'est un petit maghrébin qui parlait comme Lacan, le fils d'un boulanger marocain. Et puis en temps, je pense que c'est une jeune femme immigrée d'Argentine. Voilà. En temps, combien En temps- de fois par mois? Ah non, moi j'aime bien. Alors, tu vois, le rythme de l'inconscient, c'est le battement. Il faut faire des séances courtes, très fréquentes, 3 fois par semaine. C'est musical. L'accès à l'inconscient, c'est musical. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher le rythme. Et c'est comme ça que les choses arrivent. C'est comme ça que du réel surgit, que des intensités surgissent. Et moi, c'est 3 séances par semaine. Courtes, parce qu'il ne faut pas s'enliser dans un mauvais théâtre. Une demi-heure? Même pas, 20 minutes. 20 minutes? Oui. 3 fois par semaine? Oui. Et comme ça, pendant... Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Un petit enfant intelligent, il peut rester 3 ans et faire une psychothérapie entière. Un petit enfant très intelligent, il peut rester 2 semaines et dire j'ai compris de quoi tu me parles, mais je ne suis pas encore autorisée par ma maman à me soigner parce que si je me soigne, c'est elle qui va aller très mal. Alors j'ai compris, et quand je serai grand, je reviendrai te voir ou j'irai voir quelqu'un qui fait le même métier que toi, et comme ça fera plus de mal à ma maman, je me ferai ma psychothérapie. Il y a des enfants qui viennent se faire psychanalyser? Oui, oui, oui. Il y a des psychanalystes d'enfants, oui. Leurs parents les envoient? Oui, oui, bien sûr. Ils les envoient, mais quelquefois ils les envoient, mais inconsciemment ils ne les autorisent pas. Parce qu'il y a des relations profondes, enracinées dans la sensibilité, et qui fait que si l'enfant va mieux, la maman va moins bien, par exemple. Ah Parce bon, que le symptôme, c'est vissé de cette façon-là. Parce qu'inconsciemment, elle veut un enfant comme ceci, et pas un enfant comme cela. Et que si on donne la possibilité à l'enfant d'être comme il veut, comme cela, où est passé l'enfant comme ceci pour maman? Mais il y a des enfants qui viennent, qui examinent mon travail, qui disent je comprends très bien ce que tu fais, je ne peux pas le faire pour l'instant, je reviendrai plus tard. Parce que Quel là, âge? je risque de faire du mal à maman. Quel âge? Oh, ils peuvent dire ça très tôt, hein, dès qu'ils ont la parole. À 7 ans? Ah oui, avant même. Oh là là. Ah oui, oui. Déjà, on psychanalyse à 7 ans? Ah oui, déjà en psychanalyse à 2 ans et demi. Oh, Je vais en voir un de 19 mois bientôt. Il dort pas. Il veut pas dormir, il n'y a aucune raison somatique pour ça. Donc on va voir le psy. Et c'est probablement psychologique. Donc c'est sans doute la relation à la maman qui se passe mal. Il peut peut-être pas lâcher prise, il peut peut-être pas construire ses rêves. Sa maman l'a peut-être pas assez initié à l'absence. ou au papa. Ou papa. Il faut être très fort pour être une mère, parce qu'il faut initier l'enfant à sa propre disparition. Oui. Toutes Qu'il n'ait pas les peur mamans de rester tout seul. Oui, qu'il n'ait pas peur de rester tout seul, qu'il n'ait pas peur de se nourrir de ses propres rêves, c'est-à-dire de sa propre transformation à lui, parce que c'est l'alchimie des rêves, c'est grandir, c'est se faire soi-même. Qu'il n'ait pas peur, qu'il puisse faire confiance en sa mère au point de se dire elle n'est pas là pour l'instant, mais j'existe dans sa pensée. Il y a des mères qui passent pas ce message-là. Peut-être parce qu'elles n'imaginent pas l'évolution possible de leurs enfants en leur absence. Elles se disent si moi je ne suis pas là, mon fils s'arrête de grandir ou s'arrête de devenir intelligent. Donc n'imaginant pas cette transformation de son enfant, elle propose à son enfant une petite mort en son absence. Et ça, si ça se parle, je t'assure, en 3 séances, c'est bon. Oui. Il faut aussi un peu psychanalyser la mère. Ah ben oui, bien sûr. Les deux ensemble? Oui, bien sûr.
C'est assez rare les enfants qui disent moi je vais venir tout seul. Parce qu'il y a d'abord tout un travail de premiers entretiens où on reçoit les parents et les enfants ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas, chers amis? Ah, ça ne va pas, mais vous pensez vraiment que c'est votre problème ou pas votre problème? Parce qu'il y a des gens qui prennent aussi des problèmes sur leur dos qu'ils n'ont pas à prendre. Donc on fait déjà la sélection. Ça c'est psychologique, ça c'est politique. Ça par exemple, un problème politique pour un enfant de 3 ans et demi, clair et net. Je le vois 3 fois pour dire à sa maman qui est en pleurs, elle est en pleurs, à me dire mon fils refait caca dans sa culotte, alors que c'est un môme très intelligent, et il ne veut pas aller à l'école. Hein, il a 3 ans, 2 ans et demi ou 3 ans, et il va à l'école. Et l'école est très stricte, c'est-à-dire si les enfants font pas pipi, popo, caca, on les renvoie à la maison. Alors on se décrit la situation, le matin il va à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à dessiner à l'intérieur des limites, tout ça. Bon, normal, il va pour apprendre. Et c'est l'après-midi qu'il refait pipi caca dans ses culottes. L'après-midi, il va à l'école pour faire quoi? Devine. Devine ce qu'on te propose aux enfants. Alors le matin, il va apprendre. À midi, il retourne chez sa mère, déjeuner, et elle le ramène à l'école pour faire quoi? Du sport? Non. Du dessin? Non. Des jeux? Non. La sieste. Ah oui, bah oui. Eh bien, l'enfant, il ne comprend pas. Ah bah oui. Et il a raison. Pourquoi aller à l'école pour dormir, pour roupiller? Et à ce moment-là, ça l'angoisse tellement, il comprend absolument plus et il lâche tout dans le pantalon. Voilà, ça c'est un problème politique de la petite enfance. On va pas à l'école pour roupiller. Autant rester chez soi. Non, mais c'est vrai. Alors comme l'école n'est pas obligatoire avant 6 ans, je sais plus, je dis mais donc je dis ça à la maman qui est en pleurs parce qu'elle a peur. Elle a peur de la régression de son fils. Et je lui dis, il vous dit qu'il y a quelque chose de trop difficile l'après-midi, de retourner à l'école, non pas pour apprendre, qui est quand même, vous lui avez présenté comme un lieu pour apprendre, mais un lieu pour roupiller. Oui. Donc là, il est beaucoup plus calme, la maman, elle le garde l'après-midi, et il dort à la maison. Mais c'est beaucoup plus normal, et ça c'est en train de s'arranger. Non, elle le ramène le lendemain matin, parce que c'est des siestes qui durent tout l'après-midi. Quoi? Ben oui. Ben oui, parce qu'ils arrivent à 2h, ils se mettent au pieu. Tu vois, le temps de renfiler les pyjamas, je sais pas quoi, de faire pipi, tout ça. Voilà. Non, c'est des vrais gros après-midi de sieste. Programme scolaire roupillé. Voilà, donc ça, comme ça peut pas se parler politiquement, tu vois, ça vient se parler chez le psychologue. Et comme l'enfant fait ce qu'il peut, il s'exprime, disons, en régressant, comme on dit, c'est un mot un peu que j'aime pas, mais il s'agit de mettre en mots ça. Bon, alors d'abord, on repère ça. Je dis à la maman, mais c'est pas forcément un problème. Je n'ai pas besoin de fixer mon regard sur quelque chose pour entendre. Moi, je me situe entre la personne que j'écoute et sa parole. C'est un peu, je crois, Hamlet disait « Step between her and her fighting soul ». Je n'existe pas, moi. Je suis entre ce que dit le patient et le langage. Mais le langage, il peut revenir de partout. Il n'est pas forcément au bord de ses lèvres. Je l'entends par là. Je l'entends dans ce qui se dit un peu partout. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 25 ans que je fais ça et j'ai dû voir 5200 personnes à peu près. Des enfants petits, des enfants moyens, des adolescents, des adultes, des gens pas du tout malades, des gens très peu malades, des gens très malades. Et alors, Annie? Et le plus vieux? Le plus vieux que tu as vu? Ah! Peut-être un des premiers patients que j'ai vus quand je suis arrivée à l'asile, puisque les jeunes femmes de 25 ans, ou de 29 ans quand j'ai commencé, on les a fait entrer à l'asile psychiatrique, c'est-à-dire dans ces bâtiments bouclés, sans respect, enfin je ne peux pas dire ça pour les anciens, mais
avec des patients nus dans la paille, j'ai vu ça. Et on nous a dit, allez-y les gamines, mettez de la vie, devenez psychanalyste et apportez la parole. Tu avais 29 ans. J'avais 29 ans, oui. Et tu es rentrée pour animer les vieux. Je suis rentrée pour accueillir, recueillir l'histoire interminable de la psychiatrie qui continuait à enfermer les gens. Quand on est arrivé en 72 ou en 70, les jeunes psychologues à l'asile était bourré de gens, tout nus, couverts de cendres, qui faisaient caca partout. C'était épouvantable. Et t'en as sorti combien? Mais tous, ils sont tous sortis. Tu les as sortis? Il y avait tellement de monde qui dormait à 3 dans 2 lits qu'on rapprochait l'un à côté de l'autre. Heureusement, on était entre copines, on avait des copains, on était tous jeunes, on faisait d'énormes fêtes. On aurait pu flipper comme des bœufs, mais c'était juste après 68. Donc 68 peut-être nous avait renforcé la couenne. Et du coup, l'asile, c'était plus rien. Ah ouais. Mais on est tombé. À côté de 68, mais non, l'asile. après le terrorisme, les amis morts, après l'impossibilité de dire quelque chose sur notre énorme désir de révolution, après notre énorme transgression à nous d'avoir fait toutes ces manifs, d'avoir pris la parole. On est quand même descendu dans la rue pour prendre la parole. Et on ne l'a pas lâché, la parole. Mais on nous a dit, si vous voulez ne pas lâcher la parole, peut-être vous pouvez aller à l'asile avec les gens très malades et essayer de faire qu'il existe une parole pour les fous, avec les fous, que la parole des fous existe. Et nous, le monde des normaux nous a paru tellement dur, tellement impitoyable, qu'on a dit, ok, on va chez les fous. Moi, personnellement, j'ai quitté la société pour aller chez les fous. Et on a parlé. Je parle depuis 25 ans avec les fous. 25. Non, dans l'asile, t'es resté combien d'années? Non, alors l'asile, on a créé plein de structures de soins après, à l'extérieur, en ville, genre des dispensaires, des trucs plus sympas, quoi, des hôpitaux de jour, où les gens pouvaient retourner dormir le soir chez eux, des choses comme ça. L'asile existe à nouveau, mais bon, c'est une autre histoire. Oui, on a créé plein de trucs sympas. Est-ce que tu les aimes, tes malades? Je crois que il ne s'agit pas d'amour des malades, il s'agit d'amour de la parole. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Je pense que les névrosés ne parlent pas du tout. Ils sont dans un langage très ritualisé. Bonjour monsieur, bonjour madame. Tout est... La parole en tant qu'elle est jaillissement, en tant qu'elle entraîne avec elle de la pulsion, du mouvement pulsionnel, en tant qu'elle fait basculer des mondes, qu'elle nous entraîne dans d'autres langues, qu'elle nous fait vivre d'autres intensités. La parole qui nous fait vivre, je pense que c'est très rare les lieux où on la rencontre. Alors, il y a peut-être l'écriture, parce que c'est de la parole... et le théâtre, parce qu'il y a le corps avec, et puis je pense que les grands malades, les schizophrènes, etc., ils ont tellement de difficultés avec la parole qu'ils nous entraînent dans des mondes étranges. Et tu les aimes, tes malades? Maintenant, je les aime plus. Je les aime plus, j'aime plus personne. Parce que c'est pas parce que je n'aime pas les névrosés, j'aime toujours pas les névrosés. Et tout le monde est névrosé? Ouais. 99% c'est des névrosés? Ouais. Ça veut dire quoi, névrosé? Normopathe. Normal. Ah. Défensif. Quelqu'un qui rencontre toujours les autres sur le mode de la défense. C'est-à-dire, celui-là, qu'est-ce qui va me prendre? Qu'est-ce qui va déstabiliser en moi? Ouais. Comment... Oui, tu connais? On fait un peu tout ça, enfin moi je le fais aussi. Ça te dit quelque chose. Ouais. Hein? Et c'est pas... alors ça, c'est d'une rencontre que j'appellerais défensive. Et il y a un autre type de rencontre. Et pour faire mon métier, il faut pouvoir la faire. C'est faire cet autre type de rencontre qui serait matricielle. Tu accueilles l'autre. C'est-à-dire tu te laisses envahir. Et puis tu te dis, qui est celui-là? T'en as pas marre de te laisser envahir? Voilà, exactement. Tu peux me reprêter le divan un petit peu, s'il te plaît? J'en ai vraiment marre de me laisser envahir. Marre. Allez,
Ouh là 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 là. Non, 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 non. Ah, tu vois, là, si je suis comme ça, je ferme les yeux et je retourne vers mon cinéma intérieur. Tu vas arrêter? Mais attends, il faut que je gagne ma vie. Et comme on est dans une société défensive, comme un jour j'ai eu la folle envie d'aller vivre la folie de la langue avec les fous, on me dit, t'es thérapeute et tu n'es rien d'autre. Et je dis, au secours, je veux devenir quelqu'un d'autre. Et on me dit, c'est impossible parce qu'on est dans une société défensive. T'as l'étiquette. J'ai l'étiquette, voilà. Et toi, t'es quoi? J'ai pas d'étiquette. T'en veux une? Non, je crois pas, mais on va m'en mettre une vite. Et laquelle on va te mettre, tu crois? Je sais pas. Tu sais pas? Celle que je choisirais qu'on me mette, je pense. Encore faut-il que je choisisse nos étiquettes. Pour l'instant, tu as plusieurs étiquettes. J'ai plusieurs étiquettes, ouais. Lesquelles? J'ai une étiquette socio-professionnelle pour se définir dans les structures, les secteurs, tout ça. Et puis une étiquette artistico-socio-culturelle. C'est terrible. Tu vois comme on est coupé en deux, on est clivé. Alors, la chance que j'ai eue, moi, à l'asile, avec des gens comme Bassaglia, Guattari, les philosophes, les poètes, etc., c'est que l'asile, on pouvait y exister professionnellement et artistiquement en même temps. C'est-à-dire que ça, c'était pas interdit. Une psychanalyste pouvait se mettre à faire du cinéma avec les malades, ou il n'y avait pas de critique là-dessus. Tu t'engageais avec ta poésie personnelle dans les choses. Mais ça, je pense que c'est plus possible, ou alors sur un mode très surveillé. Aujourd'hui, on peut te dire, par exemple, des trucs complètement fous. On peut te dire, de 9h à 10h, vous avez le droit d'avoir un désir personnel. Vous pouvez vous investir poétiquement dans votre profession, mais de 2h à 5h, c'est interdit. C'est-à-dire, on assiste à une mise en coupe comme ça de l'être qui est impossible. Toi, tu as déjà 2 étiquettes. C'est terrible, comment tu vas faire? Et ben, ça fait de 9 à 18 telle étiquette, et de 18 à 9 une autre étiquette. Comment on fait ça? Comment on fait? Parce qu'en plus, il faut que tu le fasses en cachette. En cachette. Hein, c'est bien ça? Donc on devient complètement parano. T'es d'accord? Il faut que tu le fasses en cachette. En cachette. Parce qu'il y a des sociétés qui autorisent ça. Par exemple, il y a des Indiens d'Amazonie qui ont une vingtaine de mots pour dire « je ». Dès que quelqu'un te parle, dès qu'il a dit « je », tu comprends s'il te parle en tant qu'artiste, rêveur, ou s'il te parle en tant que père de famille, ou s'il te parle en tant qu'appartenant à la société des chasseurs. Et ça ne se fait pas en cachette. La multiplicité des étiquettes, des identités, elle est reconnue par tous. Si par exemple mon nom quand je rêve, mon jeu à moi quand je rêve, c'est Moi, je commence ma phrase en disant Moi rêve. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Moi te parle, tu l'écoutes si tu veux, c'est celui qui rêve. Si par exemple le je en tant que thérapeute, ça se dit autre chose, c'est pas, tu te situes comme ça. Mais la multiplicité des personnalités n'est pas défendue. Nous, si il faudra que tu te caches d'être une artiste dans ton monde professionnel. C'est ça le problème. C'est ça, il faut faire ça, il faut cacher. Cacher. Donc, oui, c'est schizophrène, on devient schizophrène. Enfin, plusieurs personnalités. On souffre. Oui, parce qu'on n'a plus rien à dire à certaines personnes. Enfin, on a envie. À un moment donné, il y a des moments où une activité prend plus le dessus sur l'autre, et donc l'autre, on s'en détache presque, et on n'a plus rien en commun avec les gens qui sont là et qui eux sont à 100% là. Et on se sent seul finalement, et on se sent seul aussi dans l'autre partie, puisque c'est pareil, on peut pas, il faut qu'on cache l'autre partie, puisque les gens sont sectaires aussi d'un côté comme de l'autre.
Donc c'est la parano au quotidien. Et le secret. C'est une position d'immigré presque. Ah bon? Hein, l'immigré qui appartient à deux, Ah bah oui, qui a la double nationalité. c'est terrible en fait. Oui, on lui reprochera toujours d'être l'autre et de pas être là. On dira ça l'arabe en France et on dira ça le français en Algérie par exemple. Ça se soigne aussi ça, en psychanalyse. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent poser cette question-là. Qui suis-je quand je ne peux pas m'exprimer totalement? Qui garantit dans ce monde-là que j'existe quand j'y suis pas? Qui me garde? Quand tu es au travail, qui garantit que tu es encore artiste quelque part? Est-ce que ça se soigne? Je reçois plein de gens du monde entier, beaucoup d'adolescents, beaucoup de gens complètement perdus par rapport à ça. Alors il y aurait la solution, peut-être il y aurait la solution pour moi dans la psychanalyse. Oui, mais comme tu disais, c'est un long travail et tu n'es pas obligé de le faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être... Non, il faut admettre qu'on est malade. Enfin malade. Il faut y aller. Il faut s'engager pendant un certain temps. C'est du boulot. Et après, est-ce que c'est pas du temps qu'on prend sur le temps qu'on n'avait déjà pas? Ou alors c'est du temps qu'on gagnera après, je sais pas. Mais les gens qui payent pour ça, qui dépensent du temps pour ça, on peut dire qu'ils sont malades, on peut dire aussi que c'est des gens extrêmement courageux qui militent pour que les choses avancent, qui font le travail que beaucoup d'autres ne veulent pas faire. Le petit garçon qui me disait « mais c'est pas du boulot de parler, mon père il est prolo, je sais ce que c'est le travail, c'est de monter des maisons ». Un jour il m'a dit « écoute, moi ce que je veux, c'est arrêter de faire des fautes à l'école. Alors je vais aller voir une orthophoniste, je me suis renseignée, ta psychanalyse c'est rien du tout, je vais voir l'orthophoniste, elle va m'aider à plus faire de fautes ». Je lui dis « vas-y ». Et tu reviens me dire si ça s'est bien passé. Hein, et 3 semaines après, il est revenu. Et puis il m'a dit, bon, finalement, je vais revenir te voir. 7 ans, hein, 7 ans, tunisien. Et c'est là qu'il s'est mis à parler comme Lacan. Il m'a dit, écoute, j'ai compris. L'orthophoniste, quand je lui pose une question, elle me répond. Et puis, à l'école... je me rappelle plus de la réponse. Et puis toi, quand je te pose une question, tu réponds pas. Et il me dit, hein, tu réponds pas, hein? Oui. Hein? Et ben, quand je suis à l'école, je trouve la réponse. Il m'a dit, c'est toi que je vais revenir voir. J'ai compris ce que c'était que la psychanalyse. Je lui dis, eh ben voilà, tu as compris la différence entre la rééducation et la psychanalyse. J'ai presque la même. Tu l'as trouvée où? Tunisie. Moi, c'est ma théière qui m'a servi à traverser le Sahara. Je suis restée 4 mois là-bas, 6 mois dans le Sahara. J'arrivais plus à en sortir. Et tout le monde avait sa petite théière personnelle. Et puis, ça, c'est une petite fille Touareg qui me l'a vendue. Je lui ai acheté, j'ai de l'écriture Touareg dessus. Tu vois? Mais je crois que beaucoup de gens sont des immigrés. Toi, tu es une immigrée parce que à chaque fois, tu es obligé de passer de ton monde intérieur au monde trop ritualisé du travail, et t'en souffres. Moi, je suis une fille de forestier du Jura. Et quand je vois arriver mais une quantité incroyable d'enfants qui arrivent des guerres, par exemple. Quand je lis dans le Monde, tiens, une nouvelle guerre au Congo, tiens, une nouvelle guerre au Cambodge, tiens, une nouvelle guerre au Pakistan, tiens, une guerre tout ça, je me dis, bon, alors, quand est-ce qu'ils vont arriver?
dans mon bureau. Cabinet. Dans mon bureau. Oui. Bah, mon cabinet, tu parles, dans le service public. Et ils arrivent. Service et là, public? bah oui. Tu travailles dans le service Ah public? bah bien sûr, je suis fonctionnaire. Ah bon? Oui. Je crois que tu travaillais chez toi. Ah non, je travaillais un peu et je gagnais pas ma vie. Alors, je suis psychologue, hein, mes actes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Hein. C'est les actes des psychiatres qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc il faudrait que j'ai une clientèle de gens très riches. Donc j'ai fait le choix du public aussi pour ma propre survie. Et en ce moment, qui arrive? Les enfants du Congo, par exemple. Alors, une gamine de 13 ans qui a l'air d'en avoir 30. Je dis, waouh, déjà, toi, le corps parle. Elle a été sauvée, elle a été déposée par son père très petite, ici. Et elle me dit le Congo, je lui dis quel Congo? Elle me regarde d'un air méprisant, elle me dit le Congo, Zaïre, évidemment. Vous n'êtes pas au courant. Je lui dis, écoutez, cette guerre, c'est la vôtre. Il faut faire attention de ne pas me la faire porter trop, parce que je ne devrais pas le faire, mais je vous informe que dans ce bureau, j'ai déjà vu passer 52 nationalités. Et que je vous assure que si quelque chose est à travailler de la guerre, je veux bien vous donner un coup de main, mais il faut que vous preniez les choses en main. Donc on a aussi ce genre de conversation dans mon bureau. Je vois arriver une petite fille qui n'arrive pas à apprendre, on me dit qu'elle a des problèmes scolaires. Je ne sais même pas si je devrais en parler. Elle ne sait pas qui est mort et qui est vivant au pays. Au téléphone, elle entend des voix de gens qui sont morts, mais elle les entend au téléphone. Elle ne sait pas qui a été massacré ou pas. Donc c'est une enfant qui ne sait pas, elle ne peut pas savoir, donc elle ne sait pas lire et écrire non plus. Pour elle, le savoir est interdit. La différence entre les vivants et les morts est interdite. Donc ça, il va falloir que je travaille ça avec elle, qui est mort et qui est vivant. Ça provoque des choses comme ça. Donc on me l'amène pour ça. Bon, moi, je vais me balader avec elle entre les vivants et les morts, et puis on va essayer de s'y retrouver. Mais comment tu vas faire la différence? Enfin, comment toi, tu vas lui donner des réponses? Je vais me renseigner auprès des adultes. Je vais demander à voir la mère, le beau-père, l'oncle, enfin, etc. On va se démerder au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est bien de prendre un peu le temps, tu vois, parce que... Où des guerres, il est arrivé un petit garçon complètement... C'est fou, alors la gamine de 13 ans du Congo, je lui dis, mais attendez, je peux pas à chaque fois faire une thèse sur votre guerre, qui est aussi la mienne, c'est impossible. J'ai essayé. Écoute, il y a un jeune Vietnamien qui appartenait à la communauté des Vietnamiens commerçants installés au Cambodge pendant la guerre du Cambodge. Je me suis dit, bon, pour comprendre cet enfant, qui est très malade, lui, il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé pour la communauté vietnamienne commerçante installée au Cambodge pendant ce temps-là. Et pour son père en particulier, le père de cet enfant avait 13 ans pendant cette guerre. Son père vietnamien a disparu, sans doute enlevé par les Pol Pot, enfin je ne sais plus quoi. Et au moment où Norodom Sihanouk a passé des alliances avec les Américains, il s'est réengagé lui dans le camp américain, qui était dans sa génération d'avant l'ennemi, pour pouvoir venger la disparition de son père et se mettre à attaquer les Cambodgiens, je crois. Enfin, il a dû partir ensuite à pied à travers les frontières en faisant semblant d'être sourd et muet pour que les Cambodgiens ne comprennent pas qu'il était vietnamien. Il s'est retrouvé en Thaïlande, etc. C'est un monsieur qui est taxi, qui ne peut pas sortir de son taxi, qui ne peut pas sortir des frontières françaises, parce que finalement, il a déserté de l'armée vietnamienne, et son fils est très malade. Et on reprenait cette histoire-là de l'énorme errance, et au moment où le père, je lui dis, mais quel âge aviez-vous quand vous êtes parti à pied du Vietnam? Son petit garçon qui ne parle pas a dit 7 ans. Et lui, il a quel âge? Ce petit garçon a 7 ans. C'est-à-dire, lui qui ne parle pas, au moment où il était question d'exil, d'immigration, tu vois, partir tout seul à travers la brousse, il a dit son âge à lui.
Bon, ce que ça veut dire, et on pourrait délirer longtemps là-dessus, c'est certainement très important. Dire que cette histoire-là est la cause de la maladie de son fils, on peut même pas le dire, mais c'est dans cette ambiance de parole-là que les entretiens se mènent. Fait plus du politique que de Non, la psy, là. non, c'est de l'aventure humaine. C'est comment, sur quoi les gens fondent leur existence. Et construisent leurs désirs et construisent leurs paroles et par quoi ils sont poussés, par quelle nécessité ils sont poussés, etc. Je crois que tu vas pas arrêter, Annie. Tu es en train de me jeter un sort. Ah, t'as l'air un peu passionné quand même. Enfin, t'en as marre, mais t'es un petit peu accro quand même. Mais tu vois pas que j'essaie de m'en débarrasser? Ben non, je le vois pas. Mais j'essaie de m'en débarrasser. Il faudrait que je raconte tout pour m'en débarrasser. Il faut que tu te trouves un psychanalyste aussi, là. Pourquoi t'en as marre de m'écouter? Ça t'intéresse pas du tout. Non, c'est pas ça. Et ça, Ça, c'est un dieu. Il faut que je le rapporte là où je l'ai pris. tu l'as pas trouvé dans le désert. Non, je l'ai trouvé au Sénégal. Et c'est un coquillage, c'est un dieu. Les coquillages sont des dieux un peu partout en Afrique. Et il est vraiment très beau. Ah bon? Ah bah t'as vu l'intérieur bleu, magnifique. Et il faudrait pas que je le laisse là. Il faudrait que je l'emporte, que je le remette. Voilà mes ancêtres les Gaulois. Ils m'ont été donnés par mon ami Ibra Gueye, qui est un lébou, un pêcheur magnifique. Et il m'a dit, Annie, tu as besoin de protection, vous manquez vous manquez d'ancêtres, enfin vous manquez de figures protectrices. Il me les a données. Je lui ai mis un collier du Mexique que je suis en train de caresser avec une plume d'aigle qui est tombée du ciel à New York, qui m'a été donnée par un Indien. Il m'a dit, tiens, prends ça. Voilà. Et voilà, donc c'est mes ancêtres Bénin, du Bénin. Écoute la parole des dieux. Qu'est-ce que je dois entendre? J'entends la mer. Oui, mais ça, non. Tu entends quelque chose, toi? Ah ben, la parole des dieux, normalement, on ne devrait pas pouvoir s'en passer. Hein. Ah bon? Ou la parole des ancêtres. Parce qu'on a des ancêtres. Toi, t'en as pas? Des ancêtres? Oui. Qu'est-ce que c'est un ancêtre? C'est quelqu'un qui t'a fait don de quelque chose d'important qui va te protéger. Ah, ben non, j'en ai pas. Et en principe, c'est la parole. Hein. Ce qui dure, Ah, bah oui. ce qui dure longtemps. Et si on n'en a pas, ça fait un manque. Ah oui, ça peut rendre fou. Et toi, t'en as? J'en ai, mais ils se méprisent tellement que ça a été à moi de retourner sur le divan de l'analyse pour leur redonner fierté de leurs paroles. Ils m'ont fait ce cadeau-là. Tes ancêtres se méprisaient eux-mêmes? Oui. Oui, oui. Ils ont été méprisés par l'économie, par le siècle industriel, par les gens du peuple. Hein. C'est un peu tout le monde, non? Alors, peut-être. Mais je connais très peu la misère bourgeoise en réalité. La misère bourgeoise? Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai l'impression d'être complètement déracinée. J'ai pas... je me sers pas, ou je crois que ce qu'on m'a donné, ce que les ancêtres auraient pu me donner, je m'en sers pas. Ça m'est pas utile. Oui, ça, tu peux pas t'en servir pour rentrer dans le monde, pour habiter le monde. Mais parce que il y a une réduction avec ces histoires d'immigration, de génération, d'exode régional, international, etc. Il y a un appauvrissement de la conception de la loi. La loi, elle n'est pas seulement interdictrice, elle est aussi médiatrice.
C'est-à-dire que tu dois pouvoir t'emparer de la loi et des règles de vie pour te faire représenter dans le monde, pour pouvoir t'inscrire dans le monde. Quand tu dis « moi, ce qu'on m'a donné, ça ne me sert pas à m'inscrire dans le monde », c'est un grave défaut de civilisation. Et je te connais pas, mais j'ai travaillé par exemple avec des petits Guadeloupéens en particulier, dont les pères étaient très perdus. C'est-à-dire ils ne gardaient, ils étaient en métropole, et ils ne gardaient en métropole qu'une notion de leurs racines très très pauvre. Ils gardaient que la dimension interdictrice de la loi. Et on reprenait ça en psychothérapie. Le père me disait, oui, chez moi en Guadeloupe, pour faire obéir les enfants, pour être un bon père, on les bat. Ah bon, je dis ok, pour nous c'est pas très bien, mais parlez-moi de cette loi-là, racontez-moi. Il me dit, on les bat fort. Et je lui dis, après les enfants se retrouvent seuls face à un mur, pleurant. Ils disent, ah bah oui, il est vrai qu'ici, ma fille, après que je l'ai battue, se retrouve seule face à un mur de HLM en train de pleurer. Évidemment, en Guadeloupe, on bat les enfants, mais on leur permet après d'aller dans la montagne pendant un jour et une nuit pour se consoler avec les enfants de leur classe d'âge. Ah ouais. C'est pas du tout pareil. Bah, Hein, recevoir on une a bonne plus que la rate. moitié. Voilà. Et tu vois quelle moitié garde. Bah oui, la mauvaise. Bon. Donc, Et ça, je le reprends ouais. avec lui. C'est la loi. Donc faut voir ce qu'on transmet, il faut faire attention à ce qu'on transmet, et pas le transmettre de travers, ou que la moitié. Et la moitié interdictrice. C'est-à-dire la moitié, la loi comme outil d'asservissement seulement. Or, la loi doit pouvoir après te permettre une discussion entre gens de la même classe d'âge, par exemple, c'est très riche. Une prise de liberté, partir un jour ou deux dans la montagne avec des copains de son âge, c'est merveilleux. Te resituer, toi, par rapport à ça. Monter dans la montagne, redescendre de la montagne, revoir ton père après 2 jours, etc., etc. Toute cette élaboration-là te permet à toi de t'inscrire, de te servir de la loi, d'apprendre à te servir de la loi. Hein, quand tu dis, je ne sais pas comment me servir de ça. Voilà, donc ça c'est un acquis de la psychanalyse. Et ça, de toute façon, il y a du partage en psychanalyse. On n'est pas là à chercher des causes dans le passé pour voir ce qui aurait mal fonctionné. On est là aussi dans toutes ces histoires d'exil, d'exode, de recherche des racines, de trouvailles, de retrouvailles. C'est de la création. Les racines, elles sont calcinées. On reconstituera jamais l'histoire. L'histoire, elle est perdue. Surtout l'histoire du désir. On le porte en nous, le désir. Il est inscrit dans la façon dont on s'habille, dans la façon dont on... L'histoire du désir. Oui, mais si tu es venu au monde, c'est que des gens ont eu envie que tu viennes au monde, ont eu un désir pour toi. S'ils t'ont élevé, ils t'ont transmis du désir. Ça passe dans l'inconscient. Tu te dis, mais quel désir ils ont eu pour me faire vivre cette vie-là? Oh, moi je peux vous raconter comment mon père et ma mère, un beau jour, ont dit que puisque nous étions le fruit de leur désir et qu'ils ne s'aimaient plus, ils partaient. Ils ont ouvert la porte, ils sont sortis. Et nous sommes restés, moi et ma soeur, j'avais 12 ans et ma soeur avait 8 ans de moi, seuls, la porte ouverte. Les fruits de leur amour n'avaient plus le droit d'exister. Mais tu as eu de la chance, parce que les enfants de Médée, eux, ils y sont passés. Au moment où Jason l'a quittée, elle s'est mise à essayer de reséparer son sang de celui de Jason, à même le corps des enfants. Donc elle les a tués. Ça aussi, ça arrive en thérapie. Il faut aider les gens à respecter le désir qu'ils ont eu, à pas vouloir le détruire. Et ces racines, elles n'existent plus. Donc les gens, ils vont vers leurs roots, comme ils disent, qu'ils y aillent. Ils vont rencontrer le feu, ils vont rencontrer face à ce feu et à ce sublime des racines, du déracinement, il va falloir repartir
dans les rêves, dans le langage proche du rêve. Et comment ils se retrouvent après, les gens qui n'existent plus? On est tous déracinés, plus ou moins, avec des chemins plus ou moins compliqués, mais plus ou moins traumatisants. Alors, quand il n'y a plus de racines, on se met à créer des surfaces. On part en surface. Il n'y a pas de racines. On reprend son souffle et on crée des surfaces. Avec ce qu'on partage avec tous ces enfants, ces adolescents, c'est ce que je partage. Sans trop en parler, c'est ça, cette idée qu'on est tous déracinés et qu'on est là dans un moment presque de rêve dans le bureau à créer une nouvelle surface sur laquelle avancer et une surface qu'on va construire entre nous, entre ses rêves, sa parole, le langage tel qu'il va se le réapproprier, mais toujours quand même avec un soubassement de feu. Qui brûle, quoi. Qui est brûlé. Et bien ça, on l'a tous en partage. Et il y a un mensonge comme ça de dire les uns sont plus enracinés. Je crois pas. Il y aurait on refait une couche sur les cendres. Oui. La canopée peut-être, l'image. La canopée, tu sais, ces gens qui se mettent à faire du bateau sur le sommet des arbres en Amazonie. Ça pourrait être une idée du travail avec l'inconscient peut-être. Pour être une idée de la psychanalyse. Aller là où il y a de l'air et où les fleurs commencent à pousser au sommet des arbres, tu sais, les orchidées qui renoncent au sol parce qu'il n'y a pas assez de lumière et qui apprennent à se faire des racines en l'air. Quelque chose comme ça. Oui, mais Annie, mes parents sont revenus quand même le lendemain. Oui, parce qu'ils n'étaient ni Jason ni Médée. Et ils s'aimaient aussi. Ils s'aimaient. Oh oui.